Merci d'être présent à cette activité, le webinaire offert par le ministère de l'Économie et de l'Innovation portant sur la reprise collective des entreprises, c'est-à-dire la réponse coopérative au manque de relève entrepreneuriale. Cette formation est destinée spécifiquement aux membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés et a été développée par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation en collaboration avec des partenaires, dont les différents ordres professionnels, le barreau, l'ordre des CPA, l'ordre des CRHA. Également avec nos partenaires de contenu, qui sont notre partenaire ici, Alain Fortier de Mallette, ainsi que le groupe MCE Conseil. Donc, écoutez, je vous présente dès maintenant, avant de vous présenter, je voudrais remercier l'Ordre des CRHA de nous accueillir dans leur bureau et veuillez prendre note que les questions seront prises à la fin de la présentation. Donc, je laisse notre invité principal, le formateur, M. Alain Fortier. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir également d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons débuter dès maintenant la formation en vous précisant, comme il était inscrit à l'écran, qu'une période de questions pourra suivre à la fin de la présentation. Donc, nous parlons aujourd'hui de reprise collective, de la réponse coopérative au manque de relève entrepreneuriale. Vous le savez tous, c'est une question d'actualité. Le vieillissement de la population fait en sorte que plusieurs entreprises devront trouver une relève au cours des prochaines années. L'actualité nous le rappelle quotidiennement, le grand nombre d'entreprises qui cherchent preneurs, des entrepreneurs qui ont bâti de belles entreprises qui pensent à prendre leur retraite et à disposer de leur entreprise. Donc aujourd'hui, nous verrons comment planifier ce transfert, comment faire en sorte que ces entrepreneurs puissent matérialiser leur patrimoine, qui peut parfois être important, et assurer la relève de leur entreprise, maintenir les emplois. Nous verrons comment la formule coopérative peut s'intégrer dans ce contexte. Comment la reprise coopérative est un outil important dans le contexte québécois et quels sont les éléments généraux, les éléments techniques, fiscaux permettant d'utiliser la formule coopérative dans un contexte de reprise collective. Au terme de cette formation, je crois important que vous puissiez tous donc considérer la formule coopérative comme étant un véhicule pour permettre de préserver nos entreprises au Québec et d'assurer leur relève. Donc, quelles sont les options lorsqu'il est temps de vendre une entreprise? Évidemment, plusieurs transferts d'entreprises se font dans un contexte que je dirais peut-être traditionnel, où la famille de l'entrepreneur pourra prendre la relève, les enfants d'entrepreneurs seront partie prenante. Parfois, la famille n'est pas présente, mais ce seront les cadres qui ont vu évoluer l'entreprise avec l'entrepreneur qui pourront faire l'acquisition de l'entreprise. On parle techniquement de management buyout. Parfois, ce sera une vente à l'externe, tout simplement une autre entreprise acquéreur qui peut être ou non active dans le même giron. Mais dans d'autres contextes, nous aurons à travailler avec une diversité de repreneurs potentiels. Ça peut être les clients de l'entreprise qui veulent préserver leurs sources d'approvisionnement en biens et services, qui seront intéressés à faire l'acquisition. Ça pourrait être les travailleurs qui sont déjà dans l'entreprise, qui la connaissent bien et qui voudront préserver l'entreprise, mais aussi préserver leur emploi. Ça pourrait être les fournisseurs qui voudront préserver leur réseau de distribution de leurs biens et services, ou tout simplement un regroupement de ces intervenants qui voudront faire l'acquisition de l'entreprise en question. Alors ici, dans ce dernier groupe de repreneurs potentiels, on est dans un contexte où le modèle coopératif peut être tout à fait applicable et pertinent à utiliser. On est dans un contexte souvent où
il y aura plus d'un intervenant qui pourra s'intégrer dans cette reprise, contrairement aux classes de repreneurs potentiels qui sont énoncées précédemment. Donc, vendre à une coopérative, est-ce si différent que ça? C'est ce que nous verrons dans les prochaines étapes. D'entrée de jeu, je vous dirais que le contexte de fonctionnement de la coopérative implique des différences. Les fondements qui sont à la base, les principes coopératifs à la base d'une coopérative devront être intégrés dans ces différences, dans ce nouveau fonctionnement. Une coopérative, c'est davantage un véhicule qui vise à rendre un service à ses clients, qui vise à embaucher ses travailleurs, qui n'est pas dans un contexte de rendement, ni dans un contexte spéculatif. La coopérative va retourner son rendement à ses membres propriétaires sous une base de service plutôt que sur une base monétaire. C'est son fondement. Ça n'empêche pas qu'elle poursuit comme objectif de réaliser des excédents, mais son objectif ultime n'est pas que la réalisation de profits ou d'excédents, comme peut l'être une société à capital action. De ce fait, les objectifs organisationnels et corporatifs en seront différents. Ces différences-là, je crois important de rappeler qu'ils doivent être énoncés dès le départ pour que les gens comprennent bien le contexte dans lequel la transaction d'acquisition d'entreprise pourra se réaliser. Mais ces objectifs devront aussi être rappelés périodiquement. Pourquoi? Puisque dans une coopérative, il existe un fonctionnement avec son conseil d'administration, un fonctionnement qui lui est particulier, un conseil d'administration tout à fait fonctionnel, donc qui implique un certain roulement d'administrateurs, qui va travailler avec des employés ou des dirigeants qui peuvent aussi évoluer au fil des années, contrairement à une société à capital action où l'actionnaire principal va y demeurer tout au long de l'existence de la société. Alors, le besoin de rappeler les fondements conceptuels de la coopérative est extrêmement important, de le rappeler périodiquement, de retourner aux bases, de ne jamais prendre pour acquis que ce qui a été dit au début du projet sera compris et véhiculé tout au long de l'existence de la coopérative. Donc, vendre à ses clients, à ses fournisseurs, vendre à ses employés a ses particularités. Il y a des étapes, plusieurs étapes de planification qui doivent être poursuivies. Certaines sont comparables avec une transaction entre sociétés à capital action conventionnelle, d'autres seront différentes. Les éléments particuliers essentiels au succès et à la pérennité de la reprise d'entreprise vont être énoncés dans cette présentation. Donc, nous nous attarderons à ces particularités qui vont contribuer directement au succès de la reprise d'une société à capital formée par une coopérative. Et il y a des cas concrets. Vous voyez ici à l'écran, d'une part, différents types de coopératives. On parle de coopératives de travail, où ce sont les employés qui se sont regroupés au sein de l'entreprise pour l'exploiter. Des coopératives de travailleurs actionnaires où un groupe d'employés d'une société opérante se regroupera, deviendra membre de la coopérative et c'est cette dernière qui achètera un bloc d'action au sein de la société opérante. Il s'agit donc d'une coopérative qui détient une participation dans une société opérante et qui est détenue, cette coopérative, par un groupe d'employés. Donc, pour cette société opérante, elle n'a qu'un nouvel actionnaire qui représente une diversité d'employés. Et des coopératives de solidarité où nous avons par exemple, des travailleurs, des membres qui peuvent être les utilisateurs, les clients de la coopérative, et surtout
des membres qui sont peut-être davantage de nature institutionnelle ou de partenaires qu'on appelle membres de soutien. Il y a des exemples concrets qui se retrouvent dans chacune de ces catégories. Pensons aux coopératives de travail. Il y a une effervescence forte au Québec dans le domaine des microbrasseries. Plusieurs de ces microbrasseries sont détenues par des coopératives de travailleurs qui sont regroupées pour exploiter la microbrasserie et, comme peut le faire une société par action. Et vous comprenez que le contexte d'emploi de ces travailleurs va prédominer au contexte du rendement que pourrait viser une société à capital action. Les coopératives de paramédics, les ambulanciers, sont des entreprises importantes au Québec et qui sont opérées par les ambulanciers eux-mêmes qui en sont les propriétaires. Donc, dans un contexte de relève de sociétés à capital action qui exploitent des permis de services ambulanciers, la reprise pourrait se faire par le biais d'une coopérative existante ou à la limite une nouvelle, mais surtout une coopérative existante dans ce secteur qui opérait après l'acquisition de l'entreprise, il l'opérait à même l'entreprise coopérative. Nous avons aussi connu des cas extrêmement intéressants de coopératives de travailleurs actionnaires qui ont permis aux employés de sociétés opérantes de participer pleinement à l'évolution, à la croissance de sociétés à capital action. Pensons au cas dans la région de Québec de Congébec, dans le secteur de Drummondville de Fempro, ou à Montréal des ingénieurs de la société Mézard, qui ce sont tous des entreprises opérantes dans lesquelles les employés étaient réunis au sein d'une coopérative de travailleurs actionnaires. Certaines de ces participations ont été cédées depuis après plusieurs années de détention et qui ont permis aux travailleurs d'avoir participé à la plus-value de ces entreprises. Mais c'est surtout les coopératives de travailleurs actionnaires sont surtout une excellente occasion de mobiliser, de retenir nos employés, de les rendre plus engagés et responsables dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Les coopératives de solidarité se retrouvent beaucoup dans le secteur touristique. Par exemple, la coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord qui exploite tout un grand terrain où les gens peuvent exploiter les activités de plein air ou au Saguenay, dans la coopérative du Cap-Jaseux qui exploite aussi une diversité de services et qui est là, des organisations qui sont là de façon permanente pour offrir un service à la population. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le taux de survie des entreprises coopératives est significativement, et pour une diversité de durée, plus important que les entreprises conventionnelles. Vous voyez, le graphique nous l'illustre bien. Après 3 ans, ce sont 74,9 des coopératives qui existent encore, alors qu'on était à 48,2 pour les sociétés à capital action. Après 5 ans, 62% des entreprises coopératives sont toujours en existence, comparativement à 35% pour les sociétés à capital action. Et après 10 ans, 44,3% versus 19,5% pour les sociétés à capital action. Donc, les statistiques nous démontrent très bien que la formule coopérative fonctionne et qu'elle est durable. Et on pourrait extrapoler davantage en pensant à nos grandes entreprises coopératives au Québec qui ont des centaines d'années, ou plus d'une centaine d'années d'existence. Pensons aux 3 plus importantes, Mouvement Desjardins, AgroPur ou la coopérative fédérée. Donc maintenant, plus concrètement, nous allons discuter du plan de transfert et des différents enjeux coopératifs qui se présentent dans un contexte de relève d'entreprise. Nous discuterons des besoins et des objectifs du cédant, celui qui dispose de son entreprise, les besoins et objectifs du repreneur qui sera ici sous formule coopérative, de quelle façon cette coopérative sera structurée, selon les différents types de coopératives dont nous avons vu précédemment. De quelle façon la négociation de cette transaction-là se réalisera, quelles sont les sources de financement
et les particularités fiscales, et pour finalement conclure sur la mise en place du transfert. Donc, vous le voyez, le cédant a certains besoins, certains objectifs, mais dans plusieurs cas, je dirais sur les aspects techniques qui le concernent spécifiquement, les questions sont similaires à ce que nous pouvons retrouver dans une transaction comparable d'une société à capital action. Évidemment, pour un cédant, on est dans une situation où il voudra maximiser ou concrétiser son patrimoine personnel qui se retrouve au sein de sa société opérante. Le cédant voudra concrétiser ce qui peut essentiellement être son fonds de pension. Donc, il voudra maximiser la valeur de son entreprise, c'est tout à fait normal. Et la coopérative devra en faire l'acquisition à sa pleine valeur. Alors, dans ce contexte-là, on est dans une même situation qu'une transaction conventionnelle. Le cédant voudra utiliser la meilleure stratégie fiscale, c'est bien évident. Tout contribuable cherchera à optimiser sa situation personnelle, à limiter la facture fiscale. Donc, cet objectif-là sera poursuivi autant dans une transaction qui implique une société à capital action, une coopérative. Alors, concrètement, le cédant, par exemple, pourra tout aussi bien bénéficier de l'exonération du gain en capital qui lui est admissible pour sa société s'il vend à une coopérative que s'il vend à une autre société à capital action. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, le contrôle le moment de la transaction, le rythme de transfert de l'entreprise pourrait être différent dans le cas d'une coopérative. Pourquoi il pourrait être différent? Puisqu'on pourra impliquer les employés de l'entreprise, on pourra impliquer les partenaires de l'entreprise, que sont les clients ou ses fournisseurs. Donc, on est dans un contexte où il y a un plus grand nombre d'intervenants concernés qui demandent plus de temps d'explication, plus de temps d'appropriation de part et d'autre. Donc, effectivement, ici, il peut y avoir des délais qui peuvent être plus importants dans un contexte d'acquisition d'entreprise par une coopérative que dans une transaction où la société à capital action vendrait ses actions ou ses actifs à un autre entrepreneur et du jour au lendemain, le cédant quitte l'entreprise, cesse ses activités et le repreneur reprend la relève. Alors, dans un contexte évidemment plus court, dans une situation similaire que ce que nous pourrons retrouver dans une coopérative. On verra plus loin là, les différentes obligations, les différentes exigences que poursuivra la coopérative. Par exemple, l'établissement de différents règlements d'assemblée constituante et d'autres éléments techniques. En ce qui concerne la participation ou l'implication de ceux qui ont contribué au développement de l'entreprise qui sera cédée, ou si ici on est dans un contexte qui peut être différent, puisque la coopérative voudra préserver, assurer une continuité d'opération, une continuité et même, je dirais, de localisation, si on est dans un contexte régional. Alors, l'entrepreneur sera davantage sollicité et impliqué dans une transaction impliquant une coopérative. Dans tous les cas, on est dans un contexte d'affaires. On est dans un contexte de rentabilité et on est dans un contexte où l'acquéreur coopératif devra fort probablement se financer et atteindre les exigences financières fixées par ses créanciers. Alors, on est dans un contexte de saine gestion financière, qu'on soit que l'entreprise soit acquise par une société à capital action ou par une coopérative. Et quant à la survie et surtout le développement de l'entreprise, la coopérative, comme je l'ai énoncé précédemment, aussi aura ses objectifs différents, qui sont davantage peut-être sur le long terme, qui
viseront à un lien de service avec ses membres propriétaires plutôt qu'un lien de rendement. Dans le contexte où l'entrepreneur cédera son entreprise à un groupe de clients, un groupe de fournisseurs, évidemment, un certain nombre de questions doivent être posées. Et c'est ce qui fera en sorte que les clients ou ces fournisseurs seront intéressés à faire l'acquisition d'entreprise. On parle ici de préservation soit d'un réseau d'approvisionnement ou d'un réseau de distribution et qui pourrait conduire à une certaine forme d'intégration par les verticales, en quelque sorte, par les clients ou les fournisseurs. L'entrepreneur voudra s'assurer que la capacité financière du repreneur, soit fournisseur ou client, est suffisamment importante pour assurer la continuité des activités de l'entreprise, puisqu'il y a un lien d'affaires commerciales entre les deux organisations. Et dans un contexte de présence régionale, est-ce que l'entreprise a une présence majeure au sein de la localité? Donc, si on répond positivement à ces questions, on peut entreprendre un processus de mobilisation de nos clients, nos fournisseurs, pour en faire l'acquisition. Nous approfondirons davantage la question de la reprise par les employés. Évidemment, on a mentionné précédemment que l'entrepreneur voudra que sa transaction se fasse à la pleine valeur, à sa juste valeur. Donc ici, il est question de la capacité financière des employés de racheter en partie ou en totalité l'entreprise. Et si ces employés n'ont pas la capacité financière par eux-mêmes, quel est l'écart financier qu'on pourra aller compenser par un partenaire financier? Est-ce que ces employés peuvent s'associer à d'autres intervenants du milieu, que ce soit les clients dont on a parlé précédemment, les fournisseurs ou des organisations davantage institutionnelles, si on vise la mise en place d'une coopérative de type solidarité? Ce sera donc des questions importantes à se poser. On est ici, de façon importante, dans un contexte d'évaluation de la capacité financière de nos employés et de leurs partenaires pour faire l'acquisition de l'entreprise. Donc, cette formation adressera particulièrement ces questions. Donc, quels sont les besoins, quels sont les objectifs du repreneur coopératif? D'abord, il est important de préciser que le statut juridique de l'acheteur, ici une coopérative, ça ne change pas le processus financier, le processus fiscal, le processus juridique pour le vendeur. On devra donc, comme on l'a dit précédemment, s'assurer d'optimiser la situation fiscale, on s'assurera d'établir tous les contrats nécessaires à la transaction, on s'assurera de sécuriser la transaction financière pour le vendeur. On est dans les mêmes questions. Toutefois, le statut juridique, la formule coopérative, si elle n'influence pas le vendeur, elle influencera de quelle forme, quelles sont les exigences pour l'acheteur qui est cette coopérative. Quel est son mode de constitution? Quelles sont les étapes à franchir? Quels sont les règlements que nous devons adopter? Quelles sont les étapes de constitution en termes, par exemple, d'assemblée constitutive? Si on est avec des employés, donc on doit questionner la gouvernance. Les employés, lorsqu'on est dans un contexte de coopérative, participent aux décisions, participent par le conseil d'administration, tout en étant employés, peuvent aussi être administrateurs. Donc, la gouvernance change de façon significative. On doit adresser cette question-là. Et on doit être plus attentif à différents éléments de communication, puisqu'on est dans un contexte avec un plus grand nombre d'intervenants. Selon le cas, il peut y avoir quelques employés, mais on peut se retrouver aussi dans un cas avec plusieurs dizaines d'employés, par exemple dans une coopérative de travailleurs actionnaires, qui vont participer à la prise de possession de l'entreprise. On serait ici donc dans un contexte de transparence de façon plus importante,
et on devra aussi exposer les valeurs en question et on devra s'assurer du financement de ces engagements pris envers le vendeur. Donc, vous comprenez que l'impact comptable ou l'impact fiscal de la transaction sur le cédant reste essentiellement le même, qu'on soit dans un contexte d'acquisition par une société à capital action par une coopérative. Et l'enjeu important, c'est un enjeu de gouvernance, un enjeu de rythme d'évolution du projet, un enjeu de communication, un enjeu de financement et un enjeu au fil du temps, de continuer d'expliquer cette transaction-là aux nouveaux intervenants qui joindront la coopérative au fil des prochaines années. Un élément, je le répète, important à ne pas oublier dans un contexte coopératif. La transaction ne se prend pas fin au moment de l'échange des chèques entre l'acheteur et le vendeur. Dans un contexte coopératif, on doit s'assurer d'une plus grande période de communication. Donc, pour le cédant, évidemment, il devra établir quelle est la valeur de son entreprise en utilisant un processus d'évaluation d'entreprise, parce que les deux parties voudront transiger à une valeur qui est justifiable. Puisque on peut ici avoir des intérêts qui sont divergents. Évidemment, le vendeur voudra vendre au meilleur prix, l'acheteur voudra acheter au plus bas prix. On devra s'assurer que l'évaluation d'entreprise se fasse de façon indépendante par une partie acceptée par l'acheteur et le vendeur. Donc, concrètement, il ne serait pas approprié que le professionnel, le conseiller professionnel qui accompagne le vendeur, réalise l'évaluation de son entreprise et que cette valeur soit directement utilisée et acceptée par l'acheteur. On doit être dans un contexte davantage de neutralité et de discussion sur ce qui est important, sur les hypothèses au-delà de la valeur qui a été établie, mais les hypothèses qui ont conduit à cette évaluation-là. Dans le cadre d'un processus d'évaluation d'entreprise, qui est maintenant un processus qui est davantage normalisé que ça pouvait être dans le passé, les facteurs de croissance, le coût de la main-d'œuvre seront tous des éléments qui seront documentés dans le processus d'évaluation. Ce sont ces éléments-là qui sont importants de considérer. Évidemment, en cas de mésentente entre les parties, on devra peut-être faire 2 évaluations et de discuter sur ces bases. Quelles sont les valeurs coopératives? Quelle est l'attente de rendement lorsque la coopérative reprend l'exploitation de l'entreprise? On est ici donc davantage dans un contexte de reprise de l'entreprise par les coopératives regroupées sous forme coopérative de travail, sous forme de coopérative de travailleurs actionnaires. Il faut bien comprendre que le lien entre la coopérative qui exploite l'entreprise et les employés est davantage un lien qu'on appelle un lien d'usage, mais qui ici vise à maintenir l'emploi. Donc, le rendement que pourra réaliser les membres va être davantage un rendement relatif à l'emploi qu'un rendement financier. Donc, les membres voudront préserver leur emploi, ils voudront participer à l'administration, voudront participer à la gouvernance, ce qui n'était pas nécessairement le cas précédemment dans l'ancien contexte de société à capital action. Évidemment, ils voudront obtenir un certain rendement financier sur l'investissement qu'ils pourront avoir fait en capital dans leur coopérative, mais ce n'est pas ici l'objectif principal. Donc, la reprise, en conclusion sur cette partie, la reprise d'une entreprise pourrait offrir une plus faible rentabilité pour une coopérative, tout en atteignant ses objectifs corporatifs, organisationnels, que ses objectifs financiers, puisqu'on est davantage dans un lien d'usage. Qu'en est-il des situations que nous avons tous probablement déjà entendues, qui peuvent faire parfois la manchette, où une entreprise en difficulté financière
où on va évoquer pour une entreprise en difficulté financière qu'une coopérative pourrait reprendre l'opération, qu'on pourrait mobiliser les travailleurs d'une coopérative, d'une entreprise en difficulté financière pour en faire l'acquisition. Évidemment, il faut demeurer dans un contexte commercial de saine gestion, un contexte commercial de rentabilité. Il ne serait certainement pas souhaitable d'impliquer des employés, des travailleurs qui peuvent avoir une capacité financière moins importante qu'un entrepreneur conventionnel et de les impliquer dans une entreprise qui serait déjà en difficulté financière. Alors oui, la coopérative peut assurer une pérennité. Oui, la coopérative peut permettre reprendre une entreprise en voie de fermeture, mais tout ça dans la mesure où on peut dégager de la rentabilité. Et j'ai en tête très clairement un exemple où une coopérative forestière a fait l'acquisition d'une scierie qui était délaissée par nos grandes papetières québécoises, et qui a su en faire un succès d'affaires. Pourquoi ça fonctionne pour cette coopérative et ça ne fonctionnait pas pour l'entreprise à capital action importante, multinationale précédente? Peut-être essentiellement que le rendement qu'on imposait à cette usine était et que pouvait réaliser cette usine était en deçà du rendement souhaité et attendu par cette grande multinationale. Mais ce rendement, qui, somme toute, positif, peut tout à fait répondre aux attentes de l'entreprise qui est maintenant exploitée localement par une coopérative et qui atteint quand même cette rentabilité-là. Donc, vous voyez qu'on peut être dans un contexte où de fermeture d'usine, reprise par une coopérative, mais tout en étant dans un contexte de rentabilité d'opération. Donc, parfois, le contexte d'un grand groupe financier peut faire en sorte que lorsqu'on sort une entité de ce groupe, on est capable d'en préserver quand même la rentabilité, puisqu'on épargne un certain nombre de charges qui peuvent être imposées par le groupe. Donc, sous quelle forme la coopérative pourra s'organiser? Vous voyez un beau tableau qui résume bien la situation. Donc, si les travailleurs se regroupent, font l'acquisition de l'entreprise par eux-mêmes, sans partenaire externe, la coopérative exploitera directement l'entreprise et les membres travailleurs de la coopérative auront un double chapeau, celui de propriétaire collectif de la coopérative et de travailleurs. Donc, déjà, d'entrée de jeu, vous voyez là qu'il y a un défi de gouvernance à ce niveau-là. Si les employés en question souhaitent se regrouper, mais ne prendre qu'une part partielle à la société opérante, on sera davantage dans un contexte de coopérative de travailleurs actionnaires ou de coopérative de solidarité et qui exigera la présence de partenaires. Un partenaire qui aura le reste de la participation dans la société opérante, par exemple les cadres. On pourrait être dans un contexte où un entrepreneur cède son entreprise à ses cadres de façon majoritaire et à une coopérative de travailleurs actionnaires qui regroupe une masse d'employés de l'entreprise. Ou on pourrait aussi être dans un contexte où l'entreprise est cédée aux travailleurs, mais aussi avec l'appui d'organisations du milieu, les municipalités, d'autres institutions plus d'importance qui participeront à cette reprise. Alors là, on sera dans un contexte de coopérative de solidarité. Si ce sont les clients qui se mobilisent pour préserver leurs sources d'approvisionnement, on sera dans un cas de coopérative de consommateurs. Pensez aux coopératives d'alimentation qui peuvent assurer la dispense d'un service d'épicerie dans un village. Cette coopérative-là sera propriété de l'ensemble des clients de l'épicerie en question pour assurer un service de proximité dans nos régions. On pourrait être aussi dans un contexte de coopérative de producteurs où les clients se regrouperont pour bénéficier d'économies d'échelle par les services dispensés par la coopérative ou un mix de tout ça par le biais de la coopérative de solidarité.
Ça peut être également lorsque ce sont les fournisseurs qui font l'acquisition, une coopérative de producteurs qui s'assurera de rendre différents services à ces entrepreneurs qui exploitent déjà leur entreprise. Et à titre de coopérative de producteurs, il y a des exemples quand même assez intéressants qui existent où par exemple, des cliniques vétérinaires se sont constituées, ont adhéré à une coopérative pour regrouper leurs achats. C'était le cas aussi pour des opticiens, des optométristes qui se sont également regroupés qui sont devenus membres d'une coopérative qui a regroupé leurs achats pour leur permettre d'avoir des meilleurs prix sur leurs acquisitions, sur leurs achats. Et lorsque ce sont évidemment les membres de soutien qui reprennent le service, on est dans une coopérative de solidarité. Donc, ces trois grandes catégories de coopératives ont chacun leur particularité. Donc, pour une coopérative de travail, donc ce sont évidemment les membres qui sont les travailleurs qui sont les membres de la coopérative. Les membres exploiteront directement leur entreprise via la coopérative et ils participeront collectivement à cette propriété, participeront collectivement au pouvoir de décision, puisqu'ils seront au conseil d'administration, et participeront aussi aux résultats financiers annuellement par une distribution d'une partie des excédents de la coopérative, une fois évidemment qu'elle aura atteint ses objectifs financiers. Comme je le mentionnais précédemment, les coopératives, beaucoup de microbrasseries sont opérées par des coopératives de travailleurs qui réalisent l'ensemble des opérations et à la fin de l'année, siègent au conseil d'administration et à la fin de l'année, peuvent se distribuer sous forme de ristourne une partie de l'excédent. En ce qui concerne les coopératives de travailleurs actionnaires, donc les membres de cette coopérative seront les employés de l'entreprise opérante en question. Donc, c'est une participation indirecte dans l'exploitation de l'entreprise. La coopérative a un rôle, outre d'autres objectifs d'entreprise opérante. Donc, les membres se seront regroupés pour faire l'acquisition d'un bloc de participation dans l'entreprise opérante. Donc, les membres se seront regroupés pour faire l'acquisition d'un bloc d'action de la société qui les emploie. Ils participeront directement ou collectivement à la propriété de cette entreprise opérante, participeront au conseil d'administration, puisque la loi exige que la coopérative de travailleurs actionnaires ait un siège au conseil d'administration de la société opérante. Et participeront aussi aux résultats de cette société opérante, puisque la coopérative a un certain nombre d'actions de la société opérante, donc participe à la plus-value future, participe à la réception de dividendes, c'est les dividendes de versés. Et la ristourne sera aussi versée à ses employés membres de la coopérative de travailleurs actionnaires. Et la coopérative de solidarité, elle regroupe 2 des 3 groupes de membres suivants, donc les travailleurs, les membres utilisateurs des services dispensés par la coopérative et les membres institutionnels ou les membres de soutien. Ce sont tous des intervenants qui ont un intérêt à la poursuite de l'entreprise. Ils peuvent avoir des besoins qui sont diversifiés, mais ils veulent surtout s'assurer de préserver l'entreprise en question. Donc, eux aussi auront une participation collective à la propriété de l'entreprise. Ils participeront, tous ces intervenants, à la prise de décision, en étant au conseil d'administration, et pourront participer aux résultats de cette coopérative. Et là, je fais bien attention de préciser qu'on n'est pas dans un contexte où je considérais les impacts fiscaux d'une participation qu'on peut avoir aux résultats financiers de cette coopérative-là. Et la ristourne, s'il y en a, donc, sera versée à tous, sauf aux membres de soutien, comme le prévoit la loi. Donc, plus concrètement, concernant les coopératives de travailleurs actionnaires. Donc, vous avez compris que la CTA, la coopérative de travailleurs actionnaires, sera l'un des actionnaires de l'entreprise qui aura réuni un groupe d'employés.
le groupe, ce qui est important ici, c'est que l'adhésion va demeurer à la coopérative par ses employés libres et volontaires. La coopérative aura la capacité d'établir un certain nombre de conditions d'adhésion à cette coopérative. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour devenir membre de cette coopérative, mais de façon générale, les employés de la société opérante qui souhaiteront être membres pourront le devenir. Donc ici, on peut être dans un contexte de vente partielle ou complète de l'entreprise détenue, par exemple ici à 100% par un entrepreneur. Quand on dit partielle ou complète, c'est qu'elle pourrait être l'entrepreneur pourrait se conserver une participation, évidemment, mais pourrait vendre un certain nombre d'actions à la coopérative de travailleurs actionnaires, comme il pourrait, qui mobiliserait les employés, comme certain nombre d'actions pourraient être vendues à la famille de cet entrepreneur, au cadre de l'entreprise, à un fonds d'investissement ou à d'autres intervenants intéressés par le fonctionnement de l'entreprise. Je dirais que c'est un contexte assez conventionnel de voir que la CTA participe au transfert de l'entreprise avec plusieurs autres intervenants. Dans un contexte de coopérative de solidarité, on sera probablement dans le cas d'une entreprise qui est davantage ouverte sur son milieu qu'une société commerciale traditionnelle qui pourrait utiliser la formule qu'on a vue de coopérative de travailleurs actionnaires. C'est pour ça que je vous mentionnais d'entrée de jeu en début de présentation que les projets touristiques régionaux utilisent la formule de coopérative et de solidarité de façon assez plus importante, puisque ce sont des organisations qui sont davantage ouvertes sur leur milieu et qui s'assurera de mobiliser plusieurs types d'intervenants que sont les travailleurs, les clients ou les fournisseurs et les membres du milieu, les membres de soutien. Donc, on mobilisera nos employés pour les faire adhérer à la coopérative. Les clients, les fournisseurs adhéreront aussi à la coopérative et ça assurera un canal d'approvisionnement ou de distribution selon le cas de leurs biens et services. Et les membres de soutien ont un intérêt social, généralement, collectif, dans le projet d'entreprise, du maintien du projet d'entreprise dont il est ici question. Maintenant, amorçons une section qui est plus technique. De quelle façon peut se structurer le financement et la fiscalité de ces transactions. En termes d'éléments comptables, il est important pour tous mes confrères, consoeurs, de bien comprendre que certaines exigences particulières découlent de la loi sur les coopératives. Nous utiliserons comme référentiel généralement les normes comptables pour les entreprises à capital fermé, les NCECF, et s'ajouteront à ces normes certaines exigences propres à la loi sur les coopératives ou plutôt à son règlement d'application. L'article 132 de la loi indique ces exigences de présentation, des termes à utiliser dans l'état financier d'une coopérative et plus techniquement, les articles 4 à 11 du règlement d'application de la loi viennent préciser les particularités de comptabilisation. Et vous savez certainement que notre ordre professionnel offre des formations sur ces particularités. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de les revoir de façon importante, mais sachez qu'une formation est disponible à l'ordre qui s'intitule « Les coopératives, aspects comptables et autres particularités » qui se retrouve sur le site de l'ordre en utilisant le mot-clé « coopérative ». Certaines mesures fiscales concernent spécifiquement les coopératives et la mise à fond des travailleurs. Premier programme, fort intéressant, le régime d'investissement coopératif, qui est un outil de capitalisation pour les coopératives qui vise à faciliter l'investissement par les membres au sein de la coopérative.
Donc, pour faciliter cet investissement, le gouvernement du Québec accorde une déduction fiscale aux membres ou aux employés et aux employés des coopératives admissibles lors de l'achat de parts privilégiées, on dit admissibles, de la coopérative. Cette déduction représente 125 du coût d'acquisition des parts admissibles pour l'investisseur membre, avec un maximum de 30 du revenu net de cet individu. Donc, par exemple, pour un investissement de 1000 $, la déduction fiscale sera de 1250, donc 125 de 1000 $ et qu'on appliquera au taux d'impôt de l'individu en question. Par exemple, pour un taux d'imposition au Québec seulement, puisque cette déduction n'est que provinciale, pour un taux d'imposition de 24 la déduction s'appliquera sur 1250, soit 360 $. Vous comprenez que c'est une déduction fiscale, donc le montant de l'appui financier du gouvernement va varier selon la braquette fiscale ou du contribuable en question. Donc, qui est admissible à émettre des titres en vertu du régime d'investissement coopératif? Ce sont les coopératives de travail, les coopératives de travailleurs actionnaires, les coopératives de producteurs, à certaines conditions. Ils doivent essentiellement exploiter à 90 son entreprise. Donc, une coopérative, donc 90 des biens et services qu'elle fournit sont à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent pour gagner du revenu provenant d'une entreprise. Donc, on est vraiment dans un contexte d'opération commerciale. Les coopératives agricoles sont des coopératives admissibles et la formule de coopérative de solidarité l'est également dans la mesure où ce serait des coopératives de producteurs sans, si on faisait abstraction des membres de soutien, ou une coopérative de travail qui serait sans l'apport des membres de soutien. Certaines exigences doivent être respectées pour être une coopérative admissible parmi celles identifiées précédemment. Elle doit avoir donc terminé au moins un exercice financier et être en mesure de démontrer qu'elle répond à différents critères d'admissibilité à la fin de cet exercice. Évidemment, se conformer aux dispositions de la loi, c'est la loi constitutive, la loi sur les coopératives. La direction générale de cette coopérative doit être située au Québec. 50 de ses salaires sont versés à des employés d'un établissement situé au Québec. La majorité de ses actifs sont situés au Canada, donc évidemment, on veut soutenir les entreprises québécoises et canadiennes. Et elle doit avoir un taux de capitalisation inférieur à 60 Le taux de capitalisation se calcule par le total du capital des membres, capital de la coopérative, ses réserves, sur le total de son actif. Évidemment, pour une coopérative de travailleurs actionnaires, on n'est pas dans un contexte de capital de taux de capitalisation de 60 Il y a d'autres exigences à respecter, et celui-là ne s'applique pas, tout comme pour certaines coopératives qui opèrent dans un contexte saisonnier. Donc, on a vu qui sont les coopératives admissibles. Maintenant, qui sont les investisseurs admissibles? Ce sont donc des individus qui vont faire l'acquisition des parts dans le cadre de ce programme-là et qui vont les détenir pendant au moins 5 ans. Ici, la notion de 5 ans, c'est l'exigence établie par le ministère pour bénéficier du plein, de la pleine déduction fiscale. S'il advenait qu'un membre ayant investi sa part privilégiée en vertu du régime d'investissement coopératif en demandait le remboursement avant l'échéance de 5 ans, tout simplement, l'avantage fiscal serait retourné au gouvernement via la déclaration d'impôt personnel du contribuable en question, au prorata du nombre de jours non écoulés jusqu'à l'épuisement du délai de 5 ans.
La déduction en question peut être reportée dans les 5 années suivantes. Ça ne peut pas être utilisée dans l'année courante par le contribuable. Et il faut bien comprendre que les parts privilégiées émises en vertu du RIC sont une participation dans une entreprise commerciale. Donc, on est dans un contexte d'entreprise à risque, comme le sont toutes les entreprises commerciales. Il n'y a pas de garantie de récupération d'investissement par le travailleur. Ce sont donc des notions qui doivent être expliquées. Et je vous ai plusieurs fois mentionné de prendre le temps d'expliquer le contexte coopératif, d'expliquer les fondements de des différentes décisions qui sont prises par la coopérative. Et c'est le cas également pour le RIC. Les caractéristiques d'une part qui est investie par un travailleur doivent être expliquées à chaque adhésion, puisque de nouveaux travailleurs se joindront à la coopérative et ces nouveaux travailleurs-là ne maîtriseront pas, n'auront pas eu accès aux informations du départ de la coopérative. Donc, de réexpliquer qu'il s'agit d'une participation à risque, qui est non garantie, qui n'est pas liquide, puisqu'il n'y a pas de marché secondaire. Donc, la décision d'investissement doit être prise dans ce contexte-là par les membres de la coopérative. Une deuxième mesure qui est admissible et en complémentarité avec le régime d'investissement coopératif, la détention de ses parts via un régime d'épargne retraite, un REER. Donc, une nouvelle mise de fonds d'un employé peut être considérée comme un placement admissible au régime d'épargne retraite qui générera une déduction tant évidemment au fédéral qu'au provincial. Certaines règles doivent être respectées pour en faire un placement admissible, notamment celles où on doit limiter la participation dans l'ensemble du capital de la coopérative à moins de 10 Si on détient plus de 10 du capital si un individu détient plus de 10 du capital de la coopérative, toute catégorie de parts confondues, on deviendra dans une situation de placement interdit aux fins du REER. Et ce test de 10 doit être fait pour l'individu qui y contribue et les personnes liées. Alors, prenez une situation où on a un couple qui travaille dans une entreprise. Monsieur a 5 du capital de la coopérative, madame a 7 du capital de la coopérative. Ce sont des personnes liées qui détiennent à deux 12 du capital de la coopérative. Alors, pour ces deux personnes-là, leur participation n'est pas permise au régime d'épargne retraite. Ces deux personnes-là sont dans une situation de placement interdit aux fins du REER, bien qu'individuellement, ils détiennent moins de 10 cumulativement, puisque ce sont des personnes liées, détiennent plus de 10 sont dans une situation de placement interdit. Deux frères qui exploiteraient, par exemple, chacun une ferme et qui seraient membres d'une coopérative agricole, qui seraient dans la même situation, si un détenait 5 l'autre détenait 7 du capital de la coopérative agricole, ces deux frères qui ont leur propre exploitation distincte seraient aussi en situation de placement interdit puisque cumulativement, ils détiennent plus de 10 du capital de la coopérative. Donc, il faut pour juger de l'admissibilité du placement dans le REER, il est essentiel de bien analyser la liste de membres, de bien identifier les liens entre chacun des membres pour être à mesure d'éviter les mauvaises surprises et d'identifier quelles sont les personnes liées aux fins du respect de cette règle de 10 Et la loi a fait en sorte que un membre va bénéficier de la déduction REER et de celle du régime d'investissement coopératif, même si la détention est faite par le REER. Donc, vous comprenez tous que lorsque le REER, qui est un certain type de fiducie, détient une part, une participation, c'est une
personne distincte du contribuable en question, mais la loi prévoit que la déduction RIC traverse le REER essentiellement et est permise, même si l'individu ne détient pas directement sa part de coopérative, alors qu'elle est détenue par le REER. Donc, ici, vous avez un tableau qui est intéressant et qui nous démontre, par exemple, avec les différents taux d'imposition en vigueur, quel est le coût net d'un investissement dans une coopérative lorsqu'on bénéficie de la déduction RIC et de la déduction REER de façon combinée. Par exemple, pour un travailleur ayant un revenu de, prenons la braquette du milieu, de 65 000 les taux d'imposition seront de 20 et 17 au provincial et au fédéral respectivement. Donc, pour un investissement de 1 000 il y aura une économie de 450 au provincial, 170 au fédéral, pour un coût net de 380 Donc, les programmes en question visent à alléger la mise de fonds des membres de cette coopérative. Évidemment, ici, il y a quand même quelques questions importantes à se poser avant de suggérer à un membre de détenir notamment sa part de coopérative par son REER. Nous devons considérer les frais qui seront exigés par le fiduciaire. Donc, pour les travailleurs ou les membres qui ont des revenus plus modestes, l'économie fiscale devra être mise en parallèle avec le coût annuel de détention par le REER. Donc, un frais, par exemple, c'est à peu près l'état du marché de 65 par année pendant une détention de 10 ans pourrait éliminer une bonne partie de l'avantage fiscal accordé par le REER. Donc, on doit considérer l'ensemble du portrait et des coûts engendrés par une détention par le REER. Et on doit aussi s'assurer que pour bien conseiller les membres qui détiendront leur part dans le REER, quelle est leur situation personnelle. Alors aussi, dans un contexte de plus faible revenu, vous comprenez très bien que pour avoir une déduction fiscale, il faut d'abord payer de l'impôt. Alors, si le membre, pour l'ensemble de sa situation, en considérant les frais médicaux, les frais de garde, différentes déductions personnelles, a peu ou pas d'impôts à payer, peut-être que sa mise de fonds sa détention par un REER sera moins pertinente. Donc, ces petites mises en garde-là s'appliquent davantage aux membres ayant des plus faibles revenus, évidemment, que ceux ayant des revenus plus importants. Et je préciserai évidemment que la déduction REER n'est pas une déduction additionnelle, contrairement à la déduction RIC, qui est une déduction additionnelle. La déduction REER demeure admissible aux contribuables, qu'elle soit ou non investie dans la coopérative, mais de façon, sciemment, on investit on détient nos parts dans un REER, le soutien financier qui en découle est très intéressant. Pour compléter la structure financière, on a vu donc l'apport fiscal qui peut être obtenu, mais il existe également un grand nombre de sources de financement qui pourront venir appuyer une transaction réalisée par une coopérative. Et je vous dirais que de façon générale, il n'y a pas de grandes contraintes d'accès aux capitaux dans une transaction réalisée par une coopérative. Investissement Québec peut être présent, le fonds Essor et Coopération qui a été élaboré en collaboration avec Capital Régional et Coopératif Desjardins, la Fiducie du chantier d'économie sociale, le Réseau d'investissement social du Québec, la Caisse d'économie solidaire, Fonds d'action et ces différents fonds régionaux, dont un de ceux-ci qui est Filaction, le Fonds de solidarité FTQ et les différents fonds régionaux sont tous des partenaires potentiels d'une transaction impliquant une coopérative. Et vous avez l'ensemble des coordonnées là, dans la présentation pour obtenir le détail des programmes.
En plus de ces programmes financiers traditionnels ou adaptés aux coopératives, il existe aussi des programmes gouvernementaux de soutien à la reprise collective. Et mon collègue ici, Stéphane Godreau, vous présentera le détail de ces programmes. Le premier programme, ça s'appelle le programme de soutien à la reprise collective. C'est un programme qui est administré par le Centre de transfert d'entreprises du Québec. C'est un programme qui permet, dans le fond, aux entreprises et aux coopératives d'avoir accès à des services professionnels, donc de favoriser l'embauche de professionnels pour réaliser différentes phases d'études en fonction du moment où est-ce que située la transaction à ce moment-là. Donc, le premier volet, c'est l'étude de faisabilité. Ça s'adresse à l'entreprise. Et ce volet-là est divisé en deux sous-volets. Le premier, c'est la faisabilité d'une transaction avec les travailleurs. Donc, l'entrepreneur ou l'entreprise peut obtenir jusqu'à un financement de 7 500 $ pour réaliser, dans le fond, une évaluation de la faisabilité d'une transaction, incluant la validation de l'admissibilité des travailleurs, par exemple, à des mesures fiscales, incluant également la possibilité d'effectuer des états financiers prévisionnels pour valider la faisabilité de la transaction. Également, le volet B, on parle plus de culture organisationnelle. Donc là, on parle de professionnels en lien avec la gestion des ressources humaines et un montant de 2 500 $ peut s'appliquer à ce moment-ci. Le volet soutien à l'implantation s'adresse plus spécifiquement aux coopératives. Donc, le premier volet, c'est l'évaluation de la valeur de l'entreprise. Donc, on souhaite que la coopérative puisse avoir son propre évaluation de la valeur de l'entreprise. Donc, un montant de 3 500 $ est disponible à la coopérative pour l'embauche de professionnels à ce titre. La vérification diligente, encore un moment, une possibilité de 3 500 $ en lien avec cela. La vérification diligente peut prendre différentes formes, que ce soit l'aspect comptable, juridique ou autre, ainsi qu'un élément supplémentaire au niveau du soutien à la négociation contractuelle pour l'achat des actions ou par une CTA ou la vente de la conclusion de l'entente financière. Toutes ces informations sont disponibles sur le site Internet du Centre de transfert d'entreprise du Québec qui administre le programme pour le ministère. Oui, le programme suivant. Le programme suivant, c'est le programme d'appui à la reprise collective d'entreprise. Donc, c'est un programme qui est administré par Investissement Québec. Ça vise à financer ou à aider au financement de projets de reprise collective. Donc, ça s'adresse aux coopératives qui désirent faire l'acquisition d'une entreprise. L'aide financière est d'un minimum de 100 000 $ et pouvant atteindre jusqu'à 2 millions de dollars. Donc, il y a un remboursement sur une période maximale de 15 ans. Donc, c'était quand même un financement qui permet d'étaler dans le temps l'acquisition de l'entreprise. Le taux d'intérêt est fixe et réévalué tous les 5 ans, équivalent au taux des obligations du Québec majoré de 1,25 %. Également, il y a une prise en charge dégressive des intérêts pour les 5 premières années. Donc, la première année, 100 % des intérêts sont assumés par le programme. La deuxième année, 80 %, 60 %, 40 % et la dernière année du 5 ans, 20 % sont assumés par le programme. Il y a également la possibilité d'avoir un moratoire de remboursement du capital pouvant atteindre jusqu'à 3 ans pour une reprise d'entreprise complète. Encore là, vous pourrez obtenir de l'information plus spécifiquement en allant visiter le site Internet d'Investissement Québec. Merci. Alors, concernant la dernière section de cette présentation, nous avons pensé vous soumettre un cas concret qui doit illustrer la faisabilité de réalisation d'un projet de reprise de coopérative par des membres travailleurs. Et ici, évidemment, on a voulu attirer votre attention sur cet aspect, puisque d'évidence, il peut y avoir un enjeu financier de mobiliser les fonds par un groupe de travailleurs qui peut sembler important pour des intervenants ou des entrepreneurs qui connaissent moins la formule coopérative. Donc, vous allez voir dans les prochaines étapes là, la façon de réaliser un projet de la sorte. Donc, dans une transaction qui mobilisera des travailleurs qui seront réunis au sein d'une coopérative, ils pourront faire une première mise de fonds dès le démarrage du projet via les partenaires financiers qui vous ont été présentés précédemment, qui prêteront à la coopérative une somme d'argent qui pourra servir de mise de fonds à l'acquisition de l'entreprise, qu'on parle d'actifs ou d'actions, ça n'a pas ici d'importance, auprès de l'entrepreneur cédant.
L'institution financière, évidemment, exigera un certain nombre de choses envers les travailleurs. Par exemple, la signature d'un contrat de membre, l'engagement du remboursement du prêt en question. Ce remboursement-là se fera généralement par un système de retenue à la source, à même le salaire versé par la coopérative ou l'entreprise opérante dans le cas d'une coopérative de travailleurs actionnaires, donc du salaire versé aux employés en question. Donc, la déduction à la source sera faite sur le salaire. Les sommes ainsi prélevées seront dirigées, reversées à l'institution financière qui a fait le prêt. Donc, ici, la préoccupation de l'institution financière sera de récupérer l'investissement qui a été fait, le prêt qui a été consenti. C'est pour ça que, bien qu'il n'y ait pas de grande garantie, évidemment, qui puisse être accordée par les employés quant au remboursement de son prêt, la principale garantie sera un contrat d'adhésion à la coopérative dans lequel les membres s'engageront à rembourser un certain pourcentage de leur salaire à chacune des payes à l'institution financière. Évidemment, le montant du prêt en question, le montant de la transaction va déterminer la durée du prêt consenti par l'institution financière. Et ce qu'on voit généralement, c'est un pourcentage de remboursement basé sur le salaire qui peut varier entre 3 et 5 du salaire de l'individu qui est destiné à rembourser le prêt en question. Donc, si on multiplie cette somme de 3 à 5 sur chacune des payes par l'ensemble d'un groupe d'employés, on arrive à mobiliser une somme suffisamment importante pour rencontrer les obligations financières de la coopérative mensuellement en termes de remboursement de prêts. La mise de fonds en question, c'est là que nos programmes fiscaux viendront soutenir le travailleur, le membre. Donc, les programmes fiscaux allégeront le coût net de la mise de fonds qui a été effectuée par chacun des membres. Évidemment, on comprend tous que l'avantage fiscal se matérialise dans la déclaration d'impôt à la fin d'une année civile pour le membre, mais le remboursement en question aura bel et bien lieu. Donc, ce montant recueilli comme prêt initial peut être considéré comme la mise de fonds des travailleurs pour la réalisation du projet. Et il est possible aussi d'exiger une mise de fonds additionnelle ou disons traditionnelle, initiale, en plus de ce qui est versé qui sera remboursé par déduction à la source, en considérant la disponibilité financière qui aura été validée auprès des membres. Donc, vous comprenez ici, lorsqu'on disait qu'il y a différentes étapes de consultation, d'explication, de mobilisation qui conduit à la mise en place d'une coopérative, qui peut engendrer des délais un peu plus longs dans le cas d'une coopérative. Bien, vous en avez un exemple concret. Donc, d'expliquer que la coopérative fera un prêt, que le prêt sera remboursé par déduction à la source, lorsqu'on est dans un contexte d'un relativement grand public ou un grand nombre d'individus, on doit prendre le temps d'expliquer cette situation-là. Donc, dans un petit exemple que vous avez ici, où on est dans un contexte d'une coopérative de travailleurs actionnaires qui fera l'acquisition d'un bloc d'actions dans une société opérante, des actions participantes et votantes de 35 de cette société. Donc, il aura été établi préalablement que l'entreprise en question a une valeur d'1 million. Donc, évidemment, la participation de la coopérative de travailleurs actionnaires représentera une mise de fonds ou une valeur de 350 000. On a ici, dans notre exemple, 25 employés qui adhéreront à la coopérative de travailleurs actionnaires, qui, elle, détiendra sa participation dans la société opérante. On a établi, en réalisant des prévisions financières, que la coopérative de travailleurs actionnaires a un besoin de fonds de roulement de 25 000 pour répondre à ces différentes exigences financières à court terme. Et pour faire de contexte, l'entreprise opérante
ne prévoit pas verser de dividendes au cours des prochaines années, ce qui est aussi un cas tout à fait traditionnel, une situation tout à fait traditionnelle, puisqu'on est dans un contexte de transfert d'entreprise, on veut préserver les capitaux au sein de l'organisation. Donc, cette transaction exige un investissement de 375 000 qui pourra être financé par une dette auprès de nos partenaires financiers de 300 000 et une mise de fonds initiale de 75 000 représentant 20 de la transaction. On aura donc exigé une mise de fonds initiale de 3 000 par membre, donc 75 000 de mise de fonds initiale divisé par nos 25 membres employés, donc 3 000 Et pour compléter la transaction de 350 000, on aura besoin d'une dette de 300 000 et on devra s'assurer que la coopérative qui contracte cette dette-là aura la capacité de rembourser cette somme. Donc, le remboursement, c'est là qui sera effectué par voie de prélèvement à la source, à même le salaire des employés. Donc ici, avec un salaire moyen de 45 000 un prélèvement de 5 de ce salaire-là à chacune des payes, chaque membre, au terme de 12 mois, aura réalisé un investissement annuel de 2 250 dans la coopérative. Collectivement, la coopérative se retrouvera donc avec 56 250 donc 25 travailleurs qui auront investi 2 250 chacun. Et c'est ce montant de 56 250 qui permettra de rembourser le capital et l'intérêt sur la dette qu'aura contractée la coopérative et aussi, à même cette somme de 56 000 d'assumer, de payer les différentes dépenses administratives de la coopérative. Cet investissement-là de 2 250 individuellement sera admissible au REER, sera admissible au régime d'investissement coopératif également. Donc, pour 2018, pour un investissement admissible RIC et REER, pour un investissement donc de 2 250, le coût annuel pour l'employé serait de 956,25 après l'ensemble des déductions fiscales, soit 2,125 de son salaire brut. Donc, la contribution, la retenue à la source de 5 après déduction fiscale représente un investissement de 2,125 du salaire brut de chacun des employés, ce qui est une somme ultimement relativement modeste pour avoir permis l'acquisition d'une entreprise. La CTA devra donc aussi aura certains besoins financiers, des frais de comptabilité qui sont à ne pas négliger, évidemment, le remboursement de ces différentes dépenses administratives, le service de la dette, la constitution d'un certain fonds de réserve aux fins de rachat éventuel du capital des employés qui quittent l'entreprise opérante et qui quittent par le fait même la coopérative, ou un fonds qui permettra l'investissement additionnel dans la société opérante pour augmenter le niveau de participation. Pour la coopérative, si les sommes prélevées à la source ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble de ses besoins administratifs annuels, il pourrait y avoir une entente qui peut être prise, c'est fréquent de le voir, avec la société opérante pour obtenir un certain appui financier qui pourra aussi ultimement être remboursé par la coopérative de travailleurs actionnaires à la société opérante. Donc, nous en sommes à la mise en place du transfert. Donc, vous avez ici différents facteurs de réussite de la reprise collective. Donc, évidemment, s'entendre sur une juste valeur, pas une valeur surévaluée, et non plus pas une valeur sous-évaluée pour le cédant. Bien établir quels sont les besoins financiers immédiats et dans un proche avenir pour le repreneur, qui est une coopérative, en utilisant tout le financement nécessaire et les différents programmes, soit gouvernementaux ou financiers, pour répondre aux obligations financières.
de bien établir quel est le pourcentage de remboursement individuel de chacun des membres par la voie d'une déduction à la source. On utilise ce mécanisme. D'informer les membres et travailleurs actuels et futurs des avantages fiscaux possibles pour leur mise de fonds et des risques associés à cet investissement. Former, expliquer le fonctionnement de la coopérative aux membres actuels et futurs sur la notion de rendement lié à l'emploi, sur le mode de distribution d'une ristourne éventuelle, qui est basé sur une proportion de leur salaire, et aussi du mode de rendement qui pourrait être établi sur le capital investi, qui est un mode de rendement plus traditionnel. Et pour nos confrères comptables agréés, bien évidemment, de s'enquérir par les formations appropriées de l'ensemble des particularités fiscales, comptables de l'ensemble de ce processus. Alors, au terme de l'ensemble de ces éléments, vous aurez contribué à mettre en place une coopérative qui va être viable et contribuer à préserver l'existence d'une entreprise qui aura été développée par un entrepreneur qui a maintenant le loisir de prendre sa retraite. Alors, je laisserai à Stéphane le mot de la fin. Oui, bien écoutez, effectivement, on est rendu maintenant au mot de la fin. Peut-être quelques informations avant de terminer. Tout d'abord, si vous voulez poser des questions, vous êtes invité à le faire maintenant. Donc, on va prendre les questions à la fin de la présentation. Donc, pour poursuivre votre formation, la présente formation s'inscrit dans une série de 3 formations destinées aux professionnels qui travaillent auprès des entrepreneurs à la recherche de solutions à la relève d'entrepreneurial. Donc, pour accroître vos connaissances en matière de reprise collective, nous invitons à prendre connaissance des formations qui seront sur notre site Internet et qui portent plus spécifiquement sur l'aspect légal et sur la gestion des ressources humaines qui viendront, dans le fond, compléter votre formation. Point suivant. Donc, également, en complément de cette formation, 3 outils ont été développés par le Conseil québécois de la coopération des municipalités en collaboration avec la firme MCE Conseil qui partent sur les avantages de la coopération des outils d'information et de diagnostic. Ces documents sont disponibles sur le site Internet du CQCM. Je vous invite à les consulter. En terminant, je vous remercie de votre participation. Je fais un remerciement particulier à nos collaborateurs qui nous ont aidés à monter cette formation. Donc, d'abord, Alain Fortier et son groupe, le groupe Manette, ainsi que la firme MCE Conseil. Donc, on est prêt à recevoir vos questions si vous en avez.